Nous sommes sur R7 et nous entamons tout ce cycle du grand procès. Et vous savez bien, le grand procès veut aller en profondeur et veut donner la connaissance qui libère. Le grand procès part de l'idée que les vraies libérations viennent de la vérité. Et quand on a la vérité pour un peuple, on a la grandeur d'un peuple. Et quand on a la grandeur du peuple, on a aussi la grandeur de la justice. Parce qu'un peuple qui ne connaît pas des procès équitables ne connaît pas le droit et ne connaît pas aussi la justice et n'aspire même pas à la justice parce qu'on ne peut aspirer qu'à ce que nous connaissons. C'est-à-dire à la justice que nous voulons avoir pour nous, pour nos enfants et pour nos petits-enfants. Donc, pour qu'un pays soit durable, il faut que ce pays entre dans la justice. Et pour que la justice règne, je dis bien règne véritablement, il faudrait que, de manière absolue, on ait fait le choix du procès qui permet de connaître la vérité. En sachant bien que le terme procès n'est pas réservé qu'à la justice, mais c'est la justice, le monde de la justice qu'il a émis, qu'il a mis plutôt au niveau le plus haut. Donc, aujourd'hui, j'ai envie d'entrer dans une sorte de lucarne, d'ouvrir une lucarne de l'intelligence. Mais en partant de ce qui, pour tout le monde, n'est qu'une évidence. Par exemple, si je vous dis, est-ce que vous connaissez Afara Tsena? Je suis persuadé que, surtout pour vous les Congolais, vous ne le connaissez pas. Est-ce que si je vous dis l'afro-mbocalisation, cela vous paraîtra banal? Parce que ce qu'on enseigne aux Congolais, c'est que la grandeur, c'est parfois de réciter les tirades de Molière. Mais ce qui se produit chez nous, nous ne le voyons pas comme source de puissance. Or, quand je suis dans les réseaux sociaux, ce que je remarque le plus, ce qui est exporté au maximum, c'est la fameuse afro-vocalisation. Dans les weddings, dans les mariages, dans les danses, on retrouve tout le monde qui a adopté la création d'Afara Tsena. Mais comme ce n'est pas accompagné, on n'en fait pas une vraie valeur. Et comme ce n'est pas une vraie valeur, ce sont les autres qui peuvent en bénéficier ou qui en bénéficient. Ceux qui ont compris que la valeur d'un pays est dans la valeur des dons de chacun de ses enfants. À travers le monde, souvent on a dit, mais les Noirs, ils ne sont forts qu'au foot, ils ne sont forts qu'à la musique. Mais moi, je dirais, les Noirs sont forts dans la musique. Je dirais, les Noirs sont forts dans la danse. Et il y a des Noirs qui sont forts dans ce qu'on appelle les sciences exactes. Et c'est cette somme qui crée la puissance d'un peuple. Et je dirais que cette percée incroyable de la création de M. Afara
Maintenant, nous devrions en être fiers. Parce que sa chanson, sa danse est devenue pratiquement ou devrait devenir l'emblème du Congo. Et cette lucarne de l'intelligence, et je voudrais m'en entretenir avec vous. J'ai envie de dire que chaque Congolais est une puissance en puissance. Chaque don d'un Congolais augmente la puissance du Congo. Et si cela est compris, nous comprendrons que c'est en accordant la valeur à ce que représente chacun que nous allons accorder de la valeur à la puissance globalisée des Congolais. Le président Obama avait dit une parole qui a beaucoup résonné. C'est peut-être une des grandes paroles que les Africains vont retenir de ces 2 mandats. Que ce qui manque à l'Afrique, ce ne sont pas les grands hommes, mais c'est les grandes institutions. Les grands hommes, on en a eu. Les grands hommes, on en a et on en aura encore. Mais ces grands hommes, ou très vite ils sont repérés, on les tue parce qu'ils sont dangereux. S'ils sont vraiment des grands hommes, des grandes femmes, ou en réalité, ils se déclarent des hommes forts ou des femmes fortes, même si cela ne résonne pas de la même manière pour une femme forte qu'un homme fort. Et ces hommes forts, en réalité, ne sont pas des grands hommes. Souvent, c'est les hommes tyranniques. Et souvent, c'est les hommes qui se croient invincibles une fois qu'ils sont au pouvoir. Et c'est des hommes qui ne vont laisser derrière eux que des malheurs, des angoisses et des inquiétudes. C'est ceux-là qui rendent les autres des nains. Mais ils n'ont pas rendu les autres nains parce qu'ils sont tellement brillants dans leur intelligence ou dans ce qu'ils sont, mais parce qu'ils sont violents, parce que justement, le reste du peuple n'est pas considéré à leurs yeux. Le reste du peuple n'est constitué que par des esclaves. Le reste du peuple n'est fait de rien d'autre que des hommes nains. Le Congo, en l'occurrence, a un homme qui se croit grand, mais qui n'est pas un grand homme. Peut-être qu'on écrira 2 ou 3 lignes dans l'histoire de sa présence à la tête de l'État du Congo. Peut-être que j'ai vu des jeunes qui ont eu la coiffure de cet homme-là, mais en réalité, cela n'a pas d'avenir. Et ce qui fait que face à ces hommes, nous sommes devenus des nains. Et c'est pour ça que aujourd'hui, je voudrais parler à ces nains que vous êtes, que nous sommes devenus. Je vous avais déjà cité
le président Mao Tse-tung, qui avait dit que des nains sur des nains voient l'horizon. La situation congolaise est une situation de réduction. Les Congolais et les Congolaises vivent au ralenti. Les Congolais et les Congolaises vivent dans une situation où ils n'ont pas la liberté d'exister. Les Congolais et les Congolaises n'ont pas, justement comme le président Obama l'avait discerné, ils n'ont pas les moyens d'avoir des institutions qui pourront les défendre. Et les institutions qui existent, en l'occurrence dans le domaine qui nous concerne, les institutions judiciaires ne sont là que pour défendre les hommes grands et non les grands hommes. C'est-à-dire que les hommes qui se sont installés dans les espaces du pouvoir. Et ces institutions, aujourd'hui par exemple, vous êtes agressé dans la rue congolaise, il y a deux choses. Ou bien vous faites votre propre justice, ce qu'on appelle la justice privée, ou bien vous vous lancez dans un procès. Mais d'abord, quand vous êtes en train de demander le secours de la police, celui qui prend simplement les procès-verbaux, il faut préparer pour lui un peu d'argent. Celui qui va regarder le procès-verbal, il faut préparer pour lui un peu d'argent. Et le juge qui va prendre cette affaire pour simplement engager une enquête, il faut préparer une enveloppe. Et le juge qui va siéger une fois que l'enquête est faite, il faut préparer une enveloppe. Mais quand tu sais que tu n'as pas autant d'argent, autant de moyens pour pouvoir faire tout cela, qu'est-ce qui se passe? Donc, devant cette réalité, tu es toujours en situation de nain. Et à la limite, tu n'as même pas les moyens de pouvoir imaginer simplement que tu peux avoir droit à un procès juste. Et j'ai le souvenir, quand ma maman était encore vivante, il y avait des hommes qui voulaient absolument l'escroquer. Et j'ai dit à ma maman qui me téléphonait, j'ai dit, mais va dire ça à la police. Et sa réaction, c'est de dire, voilà, attends, allez, pourquoi? C'est-à-dire, n'imagine même pas qu'elle existe. N'imagine même pas que la police existe. N'imagine même pas que cette police viendra enquêter. Et donc, c'est une sorte de fatalité. Et pourtant, ce n'est pas le caractère de ma mère d'être fatale. Mais elle savait que ce problème qu'elle rencontrait, cet argent qu'on lui demandait, il fallait le régler
comme on dit, rubis sur ongle, même si ce qu'elle payait n'avait aucun droit d'être payé. Donc il a fallu se débattre pour trouver les moyens pour qu'elle puisse régler ce problème. Et je lui ai même dit, mais est-ce que tu veux que, en tant qu'avocat, je puisse chercher des confrères qui puissent se défendre? Il me répond, ah, Biquet, tu bois tête. Biquet, tu bois tête. Laisse donc. Donc, du coup, en tant que fils, à 6000 kilomètres, j'étais dans une sorte d'incapacité pour réagir. Chez nous, donc, au Congo, ce ne sont pas les institutions qui manquent. Ce n'est pas la police qui manque. Et même j'ai appris que la police routière, il y a des heures pour passer, pour utiliser les routes. C'est souvent des heures où ils font le changement d'équipe. Mais en dehors de ça, et surtout pas les week-ends, il ne faut pas rouler. Que tu aies tout ton permis, que tu aies tout ce qu'il te fallait, l'assurance et tout. Si tu arrêtes, il faut que tu mettes quelque chose sous enveloppe ou sous la main ou dans le permis que tu présentes. Quand je dis quelque chose, que tu mettes de l'argent. Donc, on dira que ce n'est pas la police qui manque, mais c'est une institution qui n'est pas forte. Mais quand on cherche plus loin, pourquoi cette institution n'est pas forte? Mais elle est forte parce que elle n'est pas forte par contre, pardon, parce que à l'intérieur, qu'est-ce que l'on voit? Ou des hommes et des femmes mal formés, mal éduqués, ou des hommes et des femmes qui sont mal payés ou qui ne sont même pas payés. C'est la rue qui les paye. Donc l'institution est là, mais l'institution, quand je dis institution, depuis les policiers, depuis ceux qui font des enquêtes, jusqu'à ceux qui font partie des magistrats, ils sont très faibles. Et si cela, tu ne le vois pas, tu croiras que tout va bien. Si cela, tu ne le vois pas, tu te diras que tout fonctionne bien. Et on peut aller plus loin. Je me rappelle un pasteur français qui était à Brazzaville, qui en revenant me disait, mais il n'y a pas un pays que j'ai visité où il y a autant de liberté d'expression qu'au Congo. J'ai dit, mais pourquoi donc? Parce qu'il y a beaucoup de journaux, parce que les gens s'expriment. Mais cet homme qui était de passage à Brazzaville n'a pas su que un des responsables d'un journal satirique qui fonctionnait du temps de Kolela, je ne sais plus comment s'appelait ce journal satirique, il a été plus que tabassé. Il a été, je crois même, réduit dans un état d'infirmité. Donc, vous constatez très bien que les institutions fonctionnent en apparence.
Et il n'y a rien de plus grave qu'un pays qui a toutes les institutions, mais qui ne fonctionne qu'en apparence. Et cette notion de l'apparence qui pousse au paraître est pour le peuple un grand piège des lois. Et celui qui est en face, celui qui ne connaît pas le sous-jacent de la violence qui existe, dira, mais de quoi te plains-tu? Il y a la justice chez toi, il y a la liberté d'opinion, il y a ceci, il y a cela. Et cette personne n'admettra jamais que tout cela n'est que de l'apparence. Donc lorsque l'on veut se libérer d'un carcan comme celui-là, tel qu'il se présente, il faudrait faire un travail que nous allons faire ensemble. Le premier travail, c'est de constater le fonctionnement des nains à chaque étape ou à chaque niveau ou à chaque strate de la population. Il n'y a que des nains. Au point où, si tu as envie de te révolter, mais tu vas te révolter seul. J'ai entendu que parmi les enseignants qui faisaient la grève, 2 ou 3 ont été carrément tués. C'est-à-dire que si on a tué 2 ou 3, vous comprenez bien que c'est une leçon qui est donnée à tout le monde. Et celui qui n'a pas envie d'en finir avec sa vie ne viendra plus aux prochaines marches du syndicat. Donc, 2 ou 3 tués vont tuer le mouvement de protestation. On ne va pas dans la protestation parce qu'on a droit, on a des droits qui ont été violés. Parce que quand on met le pas dedans, on met aussi en danger sa propre vie et souvent d'ailleurs, on met en danger la vie de sa famille. Et pour les gens, les voisins, vous comprenez bien que c'est tellement cette famille ou ces familles dont les personnes, les pères ont été tués parce qu'ils revendiquaient leurs droits salariaux, même les voisins, même la famille a reçu un message. Ne le suivez pas. Ne le suivez pas. Et ce fonctionnement est un fonctionnement en soi qui est très dangereux. Ce fonctionnement est un fonctionnement qui ne crée pas un espace de revendication de droits. Et ce fonctionnement ne crée pas un peuple qui est sûr de sa souveraineté, mais un peuple qui va réclamer la paix pour soi-même et pour les autres. Et je crois que ce que j'ai dit là est un des facteurs explicatifs de cette sorte de syndrome qui nécrose la force des Congolais à vouloir exiger un ordre de droit. En face d'eux, il y a celui qui anime cette gestion violente du pays. Cette gestion violente qui fait que personne n'entend la défense des droits des autres.
Chaque jour, nous apprenons qu'on a volé l'argent, mais qui va réclamer que cet argent soit rendu. Chaque jour, nous apprenons que telle personne a été violée dans la rue, mais qui va, même si on entend des cris, qui va se lever le jour comme la nuit pour aller dire qu'est-ce que tu fais là, jeune homme? Chacun a peur. Chacun a peur. Et cette peur est en réalité le moteur de l'injustice. C'est même le véhicule de l'injustice. Parce qu'un peuple qui n'a pas peur, tu ne peux pas régner dessus. Parce qu'il va toujours te demander des comptes. Parfois, quand on dit, mais les Congolais, par rapport aux autres, l'Amérique, par exemple, de l'Afrique de l'Ouest, les Congolais sont peureux, sont ceci, mais parce qu'on a créé cela. Parce que chaque institution est devenue porteuse des germes de la peur. La police, quand une police existe véritablement, chaque policier te dira, mais monsieur, si un jour votre enfant est en danger, il faut qu'il court à la police, poser des questions, pour se protéger, se réfugier. Eh bien, je crois que si au Congo, tu donnes ce conseil, ben, la jeune fille qui est en danger va courir au commissariat, il y a beaucoup de chances qu'elle se fasse encore violer, et de plus belle, au commissariat même. Les institutions ne sont pas fortes. On peut aller plus loin. Regardez le Sénat, regardez l'Assemblée nationale, regardez même la présidence. Tout est au service et du désordre. Tout est au service de l'exploitation de l'humain. Tout est au service du chaos. Quand les institutions ne sont pas fortes, ce qui est le cas, même l'armée, regardez l'armée. Regardez, je ne sais pas si vous avez déjà fait l'inventaire, je l'ai fait, des avantages qui sont accordés aux généraux. Regardez qui a été érigé général. Les généraux ne sont pas des généraux qui obéissent à la République. Ce sont des généraux qui obéissent à l'institution qui est chargée de faire régner la terreur dans le pays. Donc, je dirais, il y a là un quitus à donner à la réflexion du président Obama. Pour dire ce qui manque au Congo, ce ne sont pas les hommes forts. Parce que même celui qui est à la tête du Congo se croit même l'homme fort. Mais ce qui manque, c'est les institutions fortes. Et nous venons de voir, et vous pouvez continuer cette sorte d'observation de la vie politique du Congo, la vie sociale du Congo, la vie économique. Vous verrez que tout est là, comme si tout fonctionnait bien. En réalité, toutes ces institutions sont devenues des institutions parasites, des institutions dangereuses de l'homme, de la femme. Et ce ne sont pas des institutions fortes. Alors, face à ce type d'institutions, la question qu'il nous faut nous poser, c'est celle-ci. Toute la vie, elle est institutionnalisée. Il n'y a pas un seul secteur de la vie
qui n'est pas institutionnalisé. Il y a l'école. Même pour avoir un diplôme, il faut l'acheter. Et surtout, vous savez, par exemple, quand j'ai regardé les résultats de ce qu'on appelle le pool, c'est comme si on s'amusait. Parce que d'un côté, il y a tant d'années, plus de 10 ans pratiquement, où on n'a pas envoyé les enfants à l'école. Mais ceux qu'on a mis à l'école tout récemment, ils n'ont même pas. Il y a même des centres où il n'y a que une ou deux personnes qui ont réussi leur bac. Et quand tu regardes, mais pourquoi n'ont-ils pas réussi leur bac? Donc, quand tu poses la question, pourquoi ils n'ont pas réussi leur bac? Parce qu'on y a envoyé les formateurs les moins perspicaces. Parce qu'ils n'ont pas les moyens, comme la dernière fois je l'avais dit, de s'instruire de manière égale par rapport à ceux d'autres régions. Parce qu'il suffit, par exemple, de poser une question sur un ordinateur pour que celui qui n'a jamais vu un ordinateur de sa vie ne puisse pas répondre à cette question. Là où quelqu'un qui est habitué à utiliser l'ordinateur répondra de manière la plus naturelle et la plus simple. On ne peut parler sérieusement que de ce qu'on connaît et de ce qu'on a étudié. Donc, vous voyez, les rouages de l'injustice sont là, sont posés. Maintenant, comment faire pour en sortir? Je crois que pour en sortir, il faut qu'on revienne à cette maxime du président Mao Tse-tung. Il est indispensable que les nains se mettent sur les nains. Il est indispensable de prendre conscience, comme je l'ai dit au début, que on n'est devenu que des nains, alors que les autres sont des géants. Ils se croient géants. Il faut sans doute que la diaspora de ces régions qu'on a réduites à rien prenne conscience que c'est à eux d'apporter la valeur ajoutée à ceux de l'heure qui n'ont plus les moyens d'exister. Quand j'écrivais mon livre sur la tontine, la prospérité, prospérité des nations, j'avais enquêté sur les communautés à la fois chinoises et sur les communautés vietnamiennes. Et c'est la période où les ordinateurs commençaient à se propager. Et j'avais constaté que les Vietnamiens qui avaient été des ingénieurs dans les entreprises ici, en retraite, se regroupaient et ils travaillaient pour que ces ingénieurs transmettent à leurs enfants en diaspora des connaissances qu'ils avaient. À des cours du soir, à des cours les samedis, le week-end. Et on a constaté dans les villes comme Saint-Georges, je crois que c'est en 77, et on a constaté que dans ces écoles, les enfants vietnamiens qui avaient un niveau faible au début, et ils sont arrivés à avoir le haut niveau. Dans la même ville, c'est Bussy-Saint-Georges. Bussy-Saint-Georges, j'avais fait
une étude là-bas, Bussy-Saint-Georges, pour ceux qui connaissent la France. Dans la même ville, les Chinois avaient adopté la même technique, doublée du fait que, vous savez, c'est les champions en tontine. Donc, et les Chinois qui étaient dans la même communauté étaient devenus riches, vendeurs de légumes, vendeurs de fruits, vendeurs de ceci, de cela, mais toujours en communauté, ou même, j'avais constaté qu'ils avaient la possibilité de, ils achètent un taxi, je crois que j'en avais déjà parlé, ou tout au moins, si je ne l'ai pas fait, je le dis aujourd'hui, ils achètent un taxi, se mettent ensemble pour acheter un taxi, un véhicule, ils le mettent en taxi, et quand ils le mettent en taxi, un conduit de 8 heures du matin, par exemple, jusqu'à midi, l'autre va conduire de midi jusqu'à 16 heures, et l'autre va conduire de 16 heures jusqu'à, je sais pas, 16 heures, 20 heures, et l'autre va recommencer jusqu'à minuit, et ainsi de suite. Le véhicule, certainement, ne va pas durer, mais chacun aura eu une capacité de pouvoir acheter un autre véhicule et qui va fonctionner de la même manière. Et donc, dans cette ville, la communauté chinoise, qui est importante, en combinant les deux systèmes, est arrivée à ce qu'elle devienne la communauté non seulement la plus riche, mais également dont les enfants qui en ressortaient étaient des enfants intelligents. Oui, des nains se mettent avec des nains pour voir l'horizon. Et alors, il y a une autre combine qui s'est mise en place, pas une combine, disons une stratégie. Ces enfants qui sortaient de là étaient en connexion avec une université canadienne. Et l'université la pilote du Canada. Donc, quand ils arrivaient en terminale, ils faisaient des tests. Et la plupart étaient admis dans cette université. Donc, si vous comprenez bien, ces enfants qui auraient dû être en péril dans cette ville ou dans ces lycées, ils ont pu non seulement briller pour que leur dossier soit retenu là-bas au Canada, dans l'université la plus importante du Canada, mais également, ils sont devenus des gens sortant de cette université, comme on dit, des têtes de ces universités, et qui après avaient une sorte d'obligation, non seulement là-bas au Canada, de pouvoir travailler dans leur communauté chinoise, mais également, ils faisaient des tournées vers leur pays d'origine, parce que les Chinois, on les croit, c'est comme s'ils étaient tous de la même ville. En réalité, ils viennent des villes distinctes et parfois des villes très pauvres aussi. Mais vous voyez, ils sont en diaspora, mais ils deviennent des ressources, pas seulement financières, mais des ressources de l'intelligence dans leur pays. Vous voyez, les nains se mettent sur les nains et ils voient l'horizon. Ils voient l'horizon intellectuel, ils voient aussi l'horizon économique. Donc ceux qui étaient pauvres deviennent des riches. Et ceux qui n'avaient peut-être pas les facultés qui leur auraient permis individuellement d'arriver à tel niveau deviennent des hommes et des femmes de ce niveau-là, d'un niveau intellectuel élevé et même un niveau de base très élevé. Dans la même étude, la même période d'études, j'avais constaté, je ne sais pas si vous savez, beaucoup d'Indiens étaient dans des grandes usines, y compris même des usines nucléaires américaines. Ce que je vous dis là, c'est vraiment un secret de la puissance. Vous ne trouverez pas ailleurs.
Eh bien, ces industriels, ces gens, pardon, oui, ces gens qui étaient dans ces grandes industries, ils travaillaient normalement, mais ils n'avaient jamais coupé le lien avec l'Inde. Oui, je vous ai parlé du Vietnam, je vous parle de la Chine, là je vous parle de l'Inde. Vous savez qu'à un moment donné, l'Inde a fait un boom dans le domaine des ordinateurs, dans le domaine informatique de manière générale, dans le domaine technologique, mais vraiment à égaler et même à concurrencer, même à dépasser le monde entier. Comment l'Inde a-t-elle fait? Eh bien, beaucoup qui sont sortis de ces industries ne sont pas sortis brutalement, mais petit à petit, ils devenaient non seulement des investisseurs parce qu'ils avaient les moyens, mais également des formateurs. Et ils devenaient aussi des industriels dans leur pays. Et ce qui fait que l'Inde, actuellement, est quand même considérée comme une puissance technologique importante dans le monde. Ils ont ajouté eux-mêmes, puisqu'ils ont leur talent, leur propre génie. Mais il est important de voir que ce génie ne s'est pas éclos comme cela. Là où nous vivons, là où nous nous installons, je dirais c'est une opportunité divine. Et si tu sais regarder, tu sais aussi transmettre dans ton propre pays, même quelles que soient les conditions de dictature, tu sais transmettre un savoir-faire, un savoir-être et simplement un savoir devenir puissant. La puissance, elle n'est pas, elle ne vient pas de soi, elle vient d'une organisation, d'une conscience qu'on n'est que des nains. Et alors, le fait de prendre conscience qu'on n'est que des nains oblige à la coopération, oblige à ce que j'ai appelé, rappelez-vous, chers amis, euh, la main d'association, qui demande beaucoup d'honnêteté, mais qui demande également la volonté de faire sortir les siens de la catastrophe de la pauvreté. Je sais que parmi les Congolais que je rencontre, beaucoup sont issus de familles pauvres, mais très très pauvres. Beaucoup sont dans des situations de pauvreté inimaginables. Et il n'y a point de honte à le constater. Il faut le constater et chercher des solutions. On a tellement rendu nains les gens, même en les mettant dans les processus d'échec, que toi tout seul, tu ne peux pas t'en sortir. Et parfois même s'installe une situation qui fait que tu fuis les tiens. Parce que chaque fois que tu parles, toi qui es à l'étranger, que tu parles avec ceux du pays, c'est toujours pour qu'on te dise, j'ai une assurance que je dois payer. Et j'ai faim, et je n'ai pas de quoi manger. Ou bien je suis harcelé à cause des dettes. Et ainsi de suite. Donc, pour réussir, tu es obligé de te déconnecter même de ta propre famille. Il y en a qui ont quitté, qui ont même fui leur propre famille. Et parce que c'est un fardeau. Parce que la personne se sent toute naine en face des besoins qui sont immenses, qui le dépassent, qui dépassent même son avoir. Et parfois, on a même le sentiment que ceux qui sont restés au pays mais, ne veulent que la mort de ceux, de leurs qui ont voyagé. Ils sont devenus d'une insensibilité qui fait que parfois on les compare à des escrocs.
C'est-à-dire qu'ils vont inventer une maladie, ils vont dire qu'ils sont à l'article de la mort, simplement pour t'obliger à aller t'endetter. Et quand tu vas t'endetter, au moins il faut rembourser, il n'y a plus personne que toi. Donc vous comprenez qu'ils en sont arrivés à n'être que des mendiants. Et je dirais même à être cyniques vis-à-vis des leurs, parce qu'ils ont le sentiment que vous qui êtes partis là-bas, vous avez l'argent. L'argent, comme on dit au pays, ça devient comme des feuilles. Et vous avez beau dire que moi aussi, je n'ai même pas payé mon loyer, tu as le sentiment qu'en le disant, tu vas toucher la sympathie, au moins l'empathie des tiens. Mais en fait, il n'y a rien. Il n'y a rien de cette espèce-là. Et vous voyez bien que plus nous avancerons, nous continuerons à régler ces problèmes de cette manière-là, plus vite nous deviendrons tous des pauvres. Parce que même toi qui as un salaire, mais le salaire que tu as, par rapport aux tâches qu'il y a à l'étranger, les impôts à payer, tout ce qu'il faut payer au pays, ils n'imaginent pas que tu peux être en danger. Ils n'imaginent pas que tu peux manquer. On rencontre de plus en plus parmi les compatriotes ceux qui deviennent des fous. Parce que pour passer l'état normal à la folie, vous savez, parfois, ça ne demande même pas toute une nuit. Hein. Quand tu es dans un état d'angoisse, de terrassement, tu es inquiété par ceux qui sont là-bas dans leur pays, dans ton pays d'origine, et par toi qui vit dans ce pays où on croit que le lait et le miel coulent à flot, et en réalité, à un moment donné, ça casse quelque chose. Les psychologues ou les psychiatres peut-être sauront mieux l'exprimer que moi, mais c'est pour dire que ce mode de traitement de la misère n'est pas le meilleur mode. Parce que tu sois à l'étranger ou ailleurs, on a tout fait pour que les problèmes d'une nation ne soient traités que par chaque famille, par chaque personne. Il n'y a personne qui les prend en charge. Au contraire, on vient voler les moyens qui existaient ou qui auraient permis de pouvoir gérer normalement les problèmes de santé, problèmes de chômage, et ainsi de suite. On aurait pu faire cela. Mais on est dans des situations qui font qu'on ne peut pas le faire. Toi, tu es un nain. Ton petit frère est un nain. Ta sœur est une naine. C'est-à-dire, personne, même dans la même famille, ne dit, mais si on cultivait un champ ensemble, peut-être qu'on aurait des maïs l'année prochaine ou des arachides. Non. Au contraire, ça crée la haine. Ça crée la division. Une même famille qui devait être unie, elle est dans le désespoir. Elle a l'impression que c'est l'autre qui est le danger. C'est Jean-Paul Sartre qui disait que l'enfer, c'est les autres. Mais les autres, parfois, on les trouve pas loin. On les trouve dans sa propre famille. Donc, prendre conscience qu'on est devenu des nains est vraiment la base. Mais le nain ne peut pas prendre ce que le géant a volé. Celui qui se croit fort a volé. Mais il faut se mettre au-dessus d'autres nains pour pouvoir au moins voir l'horizon, sinon arracher les clés de la prospérité de sa propre postérité. Mes amis, ce que je dis est important. Pourquoi c'est important? Parce qu'on a une vision macroéconomique de la résolution des problèmes. On a le problème, on a le sentiment, c'est le gouvernement qui doit résoudre les problèmes. Mais c'est Kennedy qui disait, avant de te demander ce que l'État peut faire pour moi, ou l'Amérique peut faire pour moi, il faut se demander qu'est-ce que je peux faire pour l'Amérique. Peut-être avant de dire qu'est-ce qu'un État
programme comme celui du Congo peut faire pour la nation, pour les peuples, pour toutes ces personnes qui sont sous sa terre. On est obligé vraiment de prendre la chose sur soi et de dire qu'est-ce que je peux faire pour ma famille. Et quand cette question arrivera à ton esprit, tu te rendras compte que c'est vraiment terrible de pouvoir se dire je ne peux rien. Mais quand cette réponse arrive à toi, j'ai envie de te dire, toi seul tu ne peux rien. Mais il y a peut-être des épaules qui peuvent te permettre de voir pour 2, pour 3 personnes l'horizon. C'est-à-dire d'atteindre là où le voleur, le pilleur ou l'assassin ne peut pas atteindre. Ne résolvons pas ces problèmes seuls. Ne résolvons pas les problèmes de la famille seuls. Il ne s'agit pas d'exposer la famille, attention, je dis bien, il ne s'agit pas d'exposer sa propre famille, un peu là de dire, pauvre de moi, moi je n'ai, non. Mais il s'agit de prendre conscience de cette famille. Et comme les uns, comme les autres, y compris moi qui vous parle, nous savons la charge familiale que cela représente. Parfois, on a des neveux, on a des sœurs, on a des nièces, c'est-à-dire que c'est ce qui devrait être une richesse, cette population qui est sous nous, à côté de nous, près de nous, ou qui attend de nous des solutions, est devenu un poison. Et parfois même, on n'en veut plus. Mais évidemment, si tu n'en veux plus, soit tu peux te couper, mais la misère, elle va continuer son travail qui est corrosif. Donc, je ne veux pas que nous puissions entrer dans une logique, je dirais, de porter un fardeau qu'on ne peut pas porter, mais j'invite à ce que nous prenions conscience, en regardant les autres communautés, pour voir comment elles s'en sortent. Devenir intelligent. C'est l'intelligence qui libère. C'est la connaissance qui libère. C'est le fait de voir que les autres ont résolu le problème qui libère. Quand tu apprends, quand nous apprenons, personne ne peut dire qu'il n'a pas appris. Quand nous prenons conscience de cela, on va quitter la boussole des pays dans lesquels nous sommes pour rentrer dans la vie interne et comment mettre dans ces cavernes la lumière de celui qui a quitté les cavernes. Il n'y a rien de péjoratif quand je dis cela, mais c'est une image laquelle j'invite à comprendre. Et même les problèmes politiques que je vois beaucoup dans les réseaux sans solution véritable vont être résolus sous cet angle-là. Les autres se mettent ensemble. Les autres vendent même, s'il le faut, tout le pétrole du Congo et ils distribuent pour se faire des alliés. Ils distribuent dans le monde entier les moyens de se faire des alliés. Mais ces gens-là, même ceux qui sont les bénéficiaires mensuels sous forme de rente de l'argent que produit
le Congo, j'ai appris que maintenant le CNP, je ne sais pas comment ça s'appelle, l'entreprise qui vend le pétrole du Congo, et cette entreprise-là, elle a été cédée aux Rwandais. Donc, on est dans une situation où la pauvreté elle devient englobante. Et cette pauvreté englobante ne peut pas être cassée par une personne. On ne peut pas compter sur une armée qui serait une armée du peuple, parce qu'elle n'est pas une armée du peuple. Elle est une armée qui protège celles et ceux qui sont dans la logique du vol, du viol. Et donc, parfois, je vois des publications que toutes les équipes de communication de Sassou m'envoient. J'en ris parce qu'ils ont le sentiment que je ne connais pas, mais je les connais plus qu'ils pensent. Parfois, il y a des fausses informations qui sont transmises. Mais moi, j'ai compris qu'il faut quitter cette manière de résoudre, y compris ce problème politique. Et comment le quitter? C'est de prendre conscience qu'il n'y a que la puissance qui brise la puissance. Il faut que nous devenons une puissance. Et quand nous deviendrons une puissance, la puissance en face va s'enfuir. J'ai parlé de la diaspora, mais je parle aussi de l'intérieur du pays. Regarde les gens vivre. Est-ce qu'il y a dans un quartier au moins 10 personnes qui ont construit ou qui ont bâti ou qui ont cultivé des jardins dans leur village de naissance, ou le village où ils ont grandi? Je ne crois pas que ça dépasserait 10 personnes. Parce que la logique a été développée, c'est que tu dois avoir un salaire pour pouvoir en vivre. Je ne dis pas que ce soit mauvais. Mais si justement celui qui devait donner le salaire, il ne le donne plus, vous comprendrez bien que celui-là vous prendra toujours pour des nains. Ou parfois même ceux qui ont fait le pas de les cultiver dans leur village, ils n'ont pas un moyen pour pouvoir transporter les cultures dans le lieu où ils peuvent être vendus. Je ne sais pas si vous vous rappelez la délégation qui avait fait une délégation rwandaise qui avait fait le déplacement pour venir voir le Congo, là où ils avaient acheté leurs terres. Là, ils ont acheté leurs terres qui restent encore achetées. Ils ont dit c'est un pays où les terres sont bonnes. C'est un pays où on peut cultiver des haricots, tout ce que tu veux. Et en plus, quand tu vas dans leur marché, les marchés sont vides des produits de première nécessité. Donc, pour les étrangers, c'est une terre promise, une terre bénie. Mais combien de Congolais peuvent considérer que mon pays est un pays qui est une terre bénie? Donc évidemment, si tu n'as pas de salaire du premier jour du mois jusqu'au dernier jour du mois, et chaque mois venant, tu ne peux que t'appauvrir. Mais est-ce qu'il n'est pas temps, même pour ceux qui ont des salaires et qui sont devenus rares dans le paiement, de pouvoir
être ensemble pour que ceux qui ont des terres, ils puissent développer une culture sur ces terres. Et que ceux qui ont simplement des véhicules parfois qui ne servent qu'à aller draguer les femmes et ainsi de suite, pourquoi est-ce qu'ils ne prendraient pas leur véhicule pour aller récolter avec ceux qui ont semé, ceux qui ont planté leur culture et venir les vendre au marché? Et pourquoi dans les marchés, il n'y aurait pas des personnes qui seraient là pour ne s'occuper que de la vente? Et vous voyez là, je viens de décrire une chaîne industrielle. L'industrie, ce ne sont pas forcément des grands bâtiments, des grands capitaux, mais c'est d'abord la prise en conscience de la capacité pour résoudre les problèmes auxquels on est confronté. Et dans cette chaîne que je viens de décrire, les nains se mettent sur des nains pour voir l'horizon de la richesse ou pour voir l'horizon de la fin de la faim. Donc, vous voyez que le fait de fixer ses yeux sur celui qui t'exploite fait de toi toujours un esclave. Même si tu as donné un salaire, mais ce salaire ne sera jamais payé à temps. Même si après tu te mets à emprunter chez les autres, mais tu n'auras pas suffisamment d'argent pour pouvoir récolter. Où trouveras-tu l'argent? Il y a un économiste qui disait que si tu ne vends pas, tu ne peux pas devenir riche. Tu ne peux devenir que pauvre. Mais avant de vendre, il faut produire. Avant de produire, il faut avoir l'intelligence de ce que tu vas semer. Et quand tu fais cette ligne, tu permets au moins à tes enfants de manger. Chacun à son étape. Mais ça demande toujours la main d'association et ça demande la confiance. Je peux aller loin, je peux aller plus loin. Vous savez que l'université Mariangouabi est devenue pour moi une épave, mais volontairement. C'est là qu'il y a souvent des grèves, mais qui crée ces grèves? Ces grèves, pour moi, sont fomentées par l'État pour que cette université qui est pratiquement plein Bakongo ne fonctionne pas. Je n'ai pas encore entendu qu'on a fait une grève de l'université qui s'appelle de Sassou Nguesso. Donc, vous comprenez, il faut comprendre la mécanique de la mise en exploitation. Il faut comprendre le système, la réduction des nains, des hommes et des femmes puissantes en nains qui sont esclavagisés. Et la seule manière d'en sortir, c'est d'abord de prendre conscience et c'est de verrouiller le mécanisme. Je parle de Mariam Wabi, mais la dernière fois, j'ai une nièce qui est là-bas et il disait, papa, on ne va pas à l'école parce que il y a grève. Mais quand le temps des examens arrive, il n'y a pas grève. On pose des leçons. Évidemment, même ceux qui posent ces leçons, ceux qui posent les cours, ne peuvent pas être mis en cause, puisqu'ils vont présenter le programme, un programme qui n'a jamais été enseigné. Donc, je peux aller plus loin et encore plus loin, mais je pense que vous comprenez vous-même que nous sommes dans un défi. Et ce défi, c'est la prise en main de ce que nous sommes. C'est la prise de distance par rapport à ceux qui se sont emparés du pouvoir de la vie ou même de la mort sur tout un peuple.
Mais il faut que ce peuple qui n'est devenu qu'un peuple de nains puisse comprendre la mécanique de l'appauvrissement. Et c'est à ce moment-là que des nains qui se mettent sur des nains vont voir l'horizon ou vont renverser des murs qui leur empêchaient de voir la lumière. Chers amis, aujourd'hui j'ai fait le procès de la pauvreté, procès de la misère. Et ce procès nous concerne tous, moi-même y compris. Il ne s'agit pas d'être moralisateur, il s'agit de regarder ce qui nous empêche d'exister vraiment et qui nous empêche d'exister vraiment. Et il s'agit de prendre conscience qu'on n'est pas seul. On n'est pas seul. Que dans le monde, il y a des peuples qui vivent aussi, parfois même pire que ce que on vit au Congo. Mais quand on voit comment ces diasporas s'organisent, je crois qu'il nous faut prendre conscience, nous réveiller. Et que ce n'est pas un homme, une femme qui peut empêcher la prise de conscience. Mais il ne s'agit pas, une fois qu'on a pris conscience, d'aller frontalement s'exposer. Comme beaucoup ont dit, le peuple va se révolter. Peut-être, mais moi je préfère que le peuple ait l'intelligence des nains sur des nains qui renversent les murs. Et si on fait cela, le peuple ne sera plus jamais exploité. Et on ne pourra même plus développer l'idée que je suis de telle région, je suis de telle autre. J'ai expliqué et je finis par là qu'en réalité, quand je disais que, et je dis encore que je suis tribaliste, c'est parce que dans la culture tribaliste que l'on crée ce qu'on appelle une personne. La personne humaine est dans l'esprit tribaliste. C'est ce qui fait que les gens d'une même tribu connaissent tous les mêmes proverbes, ont les mêmes enseignements. Donc, ces personnes sont des personnes humaines. Et donc, quand il y a la culture de base qui permettait de faire émerger la nation. Mais à l'étape d'une nation, ces personnes deviennent des individus. Ce n'est pas qu'ils deviennent des individualistes, mais des individus. C'est-à-dire que là, il en sort les compétences et les dons des uns et des autres. Et ces compétences réunies vont donner ce que l'on peut appeler une industrie. Même s'il n'y a pas de grands bâtiments, même s'il n'y a pas une multitude de machines, l'industrie est dans l'esprit des gens. Et c'est l'industrie qui fait cohabiter, qui fait coanimer les dons spéciaux des personnes, oui, personnes dans le sens que je lui ai donné, qui fait que les gens, en multipliant ces dons, en les mettant les uns à côté des autres, ou en les mettant en coactivité les uns par rapport aux autres, ils arrivent à vaincre le système de l'appauvrissement. Toute personne sur Terre est confrontée à ce principe de l'appauvrissement. Et si tu ne prends pas conscience, tu n'iras pas loin. Quand ceux qui ont dit, qui ont compris que l'union fait la force, ne sont pas des idiots. Et moi, quand j'ai dit que la tantine est source de prospérité, de richesse, je considère que je suis très intelligent. Et devant le système comme le système congolais, si on compte sur ceux qui ont introduit ce système,
si on les supplie même de changer, il ne se passera rien. Mais si les nains qui ont une culture commune en tant que personne humaine, une culture de valeurs commune, si ces nains qui mettent en jeu leurs compétences, leurs dons, et les talents que naturellement Dieu leur a donnés, qui agissent en tant qu'individus responsables, vous verrez que partout, s'ils se mettent en mouvement, s'ils travaillent ensemble, on ne les dominera plus. Ils trouveront les moyens de renverser les murs, les régimes, et ils trouveront les moyens de pouvoir faire naître la richesse. Et c'est cela qui est le plus important. C'était le grand procès.